Bonjour. Bonjour, voilà, je m'appelle Henri Sédou. Je vais vous parler d'innovation. En fait, j'ai un message, je vais vous le donner tout de suite, c'est l'innovation, ce n'est pas cool du tout. L'innovation, c'est vraiment un truc, ça ne marche pas. En règle générale, on court à la catastrophe et ça ne se passe jamais bien. Et en fait, il ne se passe jamais ce qu'on a prévu. Donc l'innovation, ce n'est pas du tout cool. Voilà, maintenant vous pouvez partir, j'ai fait mon boulot. Donc je vais chercher à vous persuader que l'innovation, c'est la grosse bagarre. Bon, déjà, les principes de l'innovation, c'est un peu débile. C'est un peu nul, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut faire des trucs qui n'existent pas pour des gens qui n'en veulent pas, avec des gens qui ne savent pas le faire. Je veux dire, c'est bien ça le principe. Faire des trucs qui existent, ce n'est pas de l'innovation. Faire des trucs pour des gens, pour des choses que les gens veulent, ce n'est pas de l'innovation parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et les gens savent faire ce qui existe. Donc, le principe même de l'innovation est un acte désespéré. Il faut bien se persuader. C'est un acte désespéré qu'on ne fait que quand on est obligé. Si on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de faire des actes désespérés. En plus, je veux dire, si on fait un acte désespéré débile, ça reste un acte désespéré débile. C'est-à-dire qu'il faut faire un truc difficile. C'est-à-dire qu'il faut innover, mais il ne faut pas simplement innover. Si j'étais venu, je ne sais pas moi, avec un costume rose, ça n'aurait eu qu'un intérêt limité pour votre forum. Mais, donc, l'innovation, en plus, il lui faut un enjeu vachement difficile. Bon. Donc maintenant, je vais vous passer sur le truc pratique, l'étude de cas. Donc, l'étude de cas, c'est ma boîte, c'est moi. Je vais vous raconter en 2 mots ce que j'ai fait et comment ça s'est passé. Et puis, je vous dirai où j'en suis. Donc, moi, à la base, je suis un développeur de logiciels. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Un peu plus, et je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Donc, j'ai commencé à écrire du logiciel professionnellement, je crois, en 1981 ou 1982. Donc, j'écris du soft, quoi. C'est ça mon... Et je suis un peu turbulent, et je suis dyslexique, et j'ai pas vraiment fait d'études. Enfin, je me suis inscrit en médecine, et puis ça m'a pas plu, donc voilà. Donc, j'ai écrit du soft, et donc... je me suis quand même trouvé rapidement dans le cas d'usage où si je voulais faire des trucs intéressants, j'avais plus intérêt à monter ma boîte qu'à bosser dans les boîtes des autres. Donc j'étais forcé un peu de faire de l'innovation. Bon, je monte des boîtes. De fil en aiguille, je monte Parrot en 1994. Et Parrot, ça s'appelle Parrot parce que je fais de la reconnaissance vocale et je veux faire de la reconnaissance vocale grand public. Je me dis, la reconnaissance vocale, on peut faire des trucs qui servent à tout le monde. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Parrot. À l'époque, je vais au CNET à Lannion et je leur explique ce que je veux faire et ils me disent ça ne marchera jamais. Et ça, c'est resté ma grille de lecture. Donc, il faut qu'un spécialiste du domaine vous dise ça ne marchera jamais. Si vous voulez faire de l'innovation, et moi après j'ai fait des drones, j'ai été voir des spécialistes du drone, je leur ai dit ce que je voulais faire, ils m'ont tous dit ça ne marchera jamais. Et ça, c'est réconfortant. Il faut bien voir le monde schizophrénique dans lequel l'innovation doit vous mettre. C'est réconfortant qu'un spécialiste vous dise que ça ne puisse pas marcher. Bon, je fais la reconnaissance vocale. Au début, je fais des trucs pour les aveugles.
Et puis, je me dis, non mais il faut que je fasse de la reconnaissance vocale pour les téléphones. On était au début du GSM, on est à la 2G en fait, et donc je me dis non mais la reconnaissance vocale, si je continue à faire des trucs pour des aveugles, mais je n'arriverai jamais à faire quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, je cherche des idées. Je vais chez Ericsson en Suède et je leur dis voilà, je peux vous faire la reconnaissance vocale pour le téléphone. Vous pouvez dire Pierre, Paul ou Jacques. Le truc, il va téléphoner directement à Pierre, Paul ou Jacques, etc. Et ils me disent non, ça on s'en fout. Le téléphone, de toute façon, il n'est pas ouvert, c'est trop compliqué à programmer. Par contre, si vous arrivez à faire marcher votre truc en bagnole, parce que nous, on vend énormément de systèmes pour les bagnoles, si votre truc il marche en bagnole, ça peut nous intéresser. Alors là, bon, j'ai une start-up, hein, j'ai 10 personnes ou 15 personnes. L'avenir, c'est 2 ou 3 trimestres. Hein. Donc, je passe mes vacances tout le mois de juillet, enfin, surtout le mois d'août, à lire les proceedings de l'I3E sur, sur les conférences de speech processing. Parce qu'à cette époque-là, faire marcher la reconnaissance vocale dans le bruit avec des rapports signal à bruit forts, il n'y avait pas vraiment de solution connue. Et donc, je passe toutes mes vacances à lire des publications. Et je tombe sur une publication, modélisation de l'oreille interne pour la robustesse au bruit par un type qui fait sa thèse à UCLA. Je me dis, bah, c'est ça qu'il me faut. Je rentre, je le code. Et je retourne chez Ericsson et je leur dis, bah voilà, je vous fais marcher la reconnaissance vocale dans le bruit. Je leur fais marcher la reconnaissance dans le bruit sur une voiture, ça marche super bien. Et puis le mec, il me dit, non, mais ça, on s'en fout, on n'en a pas besoin, c'est trop compliqué. Et là, il est en train de me dire au revoir. Je suis dans le hall d'entrée, de sortie en fait, d'Ericsson. Et à cette époque-là, ils sont numéro 1 mondial des télécoms. Je me dis, putain, il faut que je trouve un truc, il faut que je lui vende le truc. Alors je commence à rêver tout haut. Je lui dis, bah, écoute, non mais c'est simple. Le mode d'emploi, on va le faire super simple. Tu vas plugger ton téléphone dans le Cradle. Et puis, moi, je vais lire la base de données du phonebook. Et puis, je vais faire l'apprentissage avec ça. Ah, il me dit, tu crois que ça peut marcher? Oui, ouais, c'est sûr, ça peut marcher. Et puis c'est comme ça, en fait, il allait me virer que j'ai commencé à faire de la reconnaissance vocale pour les téléphones dans les bagnoles. Bon, ça marchote, ma boîte marchote, plus ou moins bien, mais vient le Bluetooth. Le Bluetooth, il vient vers, je sais pas, 1999 ou 2000, où il vient par là. Et donc, moi, je me dis, bah ouais, le Bluetooth, c'est super bien pour le téléphone en voiture, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Bon, bref, je développe l'acoustique, la reconnaissance vocale, la solution de téléphone Bluetooth, et je lance le produit. Le 11 septembre 2001 au Salon de l'Auto. Donc, au Salon de l'Auto, je devais faire un talk. Il y avait 2 personnes dans la salle. Et le salon de l'auto en Allemagne a fermé, puisque personne n'est venu, il a fermé. Et moi, il me restait exactement 4 mois de cash dans la boîte. Donc vraiment, j'étais cliniquement mort. Ma boîte était morte, j'étais cliniquement mort. Je prends l'avion, je rentre à Paris, et je me dis, il faut pas laisser tomber, quoi. Faut pas laisser tomber, voilà. Et en même temps, donc faut voir qu'en 2000, il y a eu le crash du Nasdaq. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu le crash du Nasdaq. Dans le crash du Nasdaq, le 11 septembre, et il me reste 4 mois de cash. Vraiment, je vais vraiment faire faillite. La boîte, il y a 35 personnes, je la passe à 20 hein, en rentrant, pour tenir pas 4 mois, mais 6, quoi. Et puis ça a été ma chance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les boîtes de télécom, à l'époque Nokia, Motorola et Ericsson, étaient dans une crise profonde. Donc, ils se sont tous focalisés sur le produit de base, sur le téléphone lui-même, et ils ont fermé toutes les activités annexes. Et donc, j'ai été le seul type sérieux qui avait fait un téléphone Bluetooth pour l'automobile. J'étais le seul au monde.
Et toutes les filiales automotives de Nokia, de Motorola, ils les ont fermées dans les semaines qui ont suivi le 11 septembre 2001. Et donc, je me suis retrouvé à faire des téléphones Bluetooth pour les voitures. Après, je me suis dit, bon, voilà, maintenant que je fais des téléphones Bluetooth pour les voitures, des systèmes à l'époque aftermarket, des trucs qu'on vendait là où on vend les autoradios, je me suis dit, je vais les vendre aux fabricants de bagnoles. Ils vont avoir besoin de ça, les fabricants de bagnoles, ils vont avoir besoin de téléphones Bluetooth dans les Mercedes, les BM, les Renault, les Peugeot. Donc, je vais voir mon venture capitaliste, c'était Sofinova, la meilleure boîte de capital risque de l'époque, hein. Enfin, une excellente boîte. Et je dis, voilà, maintenant, je vais me lancer dans le téléphone de voiture pour les... Et ils m'ont dit, non, si tu fais ça, nous, on vend la boîte, ça ne marchera jamais. Il n'y a aucun business n'a jamais marché dans l'automobile quand on a fait des investissements en tech. On t'interdit de faire ça. Donc, je suis passé outre, évidemment, l'interdiction. Et de fil en aiguille, j'ai vendu des équipements aux fabricants de voitures. Et donc, j'ai vendu du Bluetooth à toutes les marques de voitures du monde, quasiment. Vous pouvez me les citer. J'ai eu tout le monde comme client. J'en ai vendu... donc, je faisais les puces et des modules électroniques que je vendais à $30. À la fin, je ne les vendais plus que $10, si vous voulez. J'en ai vendu 45 millions de modules électroniques. J'ai vendu tous les fabricants japonais, tous les fabricants américains. J'ai eu mon heure de gloire, j'ai connu Elon Musk, j'ai vendu les Tesla, les premières Tesla avec la solution Parrot, j'ai bouffé avec Elon Musk, enfin bon, oui, j'ai eu mon heure de gloire. Donc voilà comment c'est arrivé. Bon, maintenant, ça c'était il y a à peu près 10-15 ans. Dans les télécoms, dans la high-tech, les trucs, ça ne dure jamais. Il faut bien se persuader que les trucs qui durent, c'est des exceptions extrêmement rares. Il faut bien voir que moi, je viens d'une époque où Apple était en faillite, ou quasiment en faillite, et qu'il ont fallu qu'ils aient quasiment un crédit relais de Microsoft pour subsister. Hein, et les choses ne durent pas. Donc je me suis dit, maintenant, tu fais des télécoms pour l'automobile, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, ça va durer le temps que ça va durer, ça va forcément se commoditiser, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, je me suis dit, moi, ce que je connais, c'est le téléphone mobile. En fait, c'est l'industrie du téléphone mobile. Donc, je vais détourner la technologie, les composants, les caméras, et je vais faire des jeux vidéo. Je vais faire comme des jeux vidéo, mais en vrai. Et donc, je commence à faire des bagnoles Bluetooth. Je les donne à des gosses pour qu'ils les essayent. Ça leur plaît pas. Donc, je me dis, soyons fous. Si les bagnoles Bluetooth, ça marche pas, faisons des hélicoptères Wi-Fi. C'est normal. Et donc, je fais un hélicoptère Wi-Fi. Et je le montre comme ça. J'avais jamais fait de drone de ma vie. Moi, je suis un type de soft. Hein, et je le montre au Consumer Electronics Show il y a à peu près 15 ans maintenant. Et là, ça a été un succès foudroyant. J'ai fait 100 télés en 4 jours. J'ai fait plus de télé que j'en ai fait dans tout le reste de ma vie, de CNN, de ABC, CBS, tout ce que vous voulez, je l'ai fait en 4 jours au CES. J'étais vraiment Miss Monde, je passais à la télé de 7h du matin à 8h du soir au CES. Donc je fais un drone grand public et j'en vends des millions quand même. J'en vends des millions. Je fais un drone... Moi, je viens du grand public, donc je fais un drone vraiment pas cher. Hein. Mon objectif, c'est de faire des produits à moins de $300. Donc, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et je m'intéresse au marché professionnel des drones. Je me dis, c'est quand même vachement sympa, ces robots qui volent. Donc, c'est pas que des jouets. Donc, je
je vais étudier de près ce qu'on peut faire en matière d'usage professionnel. Et en fait, je me suis pas mal développé dans le logiciel, c'est-à-dire les logiciels de photogrammétrie, de cartographie et de robotique pour drone, un métier sur lequel on est un leader mondial. Donc, je fais des drones, mais là, ce que j'ai pas prévu, ce qui m'était pas arrivé avec le téléphone Bluetooth, c'est que j'ai la concurrence chinoise. Ah, mais j'ai une concurrence chinoise, mais vous pouvez même pas imaginer. La concurrence chinoise, ça a l'air concurrence, mais c'est un autre monde. Je me retrouve avec des boîtes qui ont un accès à des capitaux illimités, qui ont un soutien illimité de leur gouvernement, qui ont des pratiques concurrentielles les plus innommables qui soient, les plus anticoncurrentielles, les plus. Je ne suis pas là pour me plaindre, sincèrement, j'en ai rien à foutre, mais la concurrence chinoise sur un truc comme ça, c'est la guerre. C'est la guerre atomique, hein, je veux dire. Donc, ils ont décidé de me faire la peau. Moi, je me dis, bon, bah, il faut que je me concentre sur le professionnel. Bah, ils ont décidé de me faire la peau. Vraiment, ils ont décidé de me faire la peau. Hein. C'est pas. Donc, je fais des drones, je me développe dans le professionnel. La concurrence chinoise est en train de me bouffer tout. Et puis, il y a 5 ans à peu près, j'ai une agence américaine qui s'appelle DIU, Defense Innovation Unit. C'est un truc qui dépend du DoD. Bah, vraiment, ils m'appellent comme ça. Hein. Ils me disent, ouais, mais nous, les drones consommateurs chinois, ça nous emmerde vachement. Ils disent pas comme ça. Ils parlent, c'est plus poli. Ça nous embête beaucoup. Nous, on cherche à développer une offre de drones non chinois. Est-ce que ça vous intéresse? On est en train de sélectionner des boîtes. On est en train de faire un concours. Est-ce que ça vous intéresse de participer? Bon, moi, j'avais pas prévu de faire des trucs militaires. Hein. Je vous rassure, c'était pas mon plan. Je suis pas non plus contre. Hein. Je l'ai fait, mais c'était pas du tout mon business plan. Donc donc je leur développe un drone, ils me payent, ils sont très compétents, ils sont très sympas, ils sont très actifs, ils sélectionnent 30 boîtes, dans les 30 boîtes, ils en sélectionnent 6, et dans les 6, ils en gardent 2 pour faire un drone pour eux, et nous, on arrive à la fin du concours, on est dans les deux gagnants. Leur objectif, c'était d'avoir un Américain. Faut pas, donc SkyDIO et Parrot, on est les deux gagnants, on est Blue UAS, les premiers Blue UAS, donc on est approuvé pour vendre des drones à l'administration. À l'administration, à l'administration, disons, fédérale. En Amérique, le gouvernement ne s'occupe que de l'administration fédérale. L'administration fédérale, c'est pas la police. C'est une toute petite partie de la police et c'est pas mal d'agences comme les armées, les gardes-côtes, les border patrol, Corps of Engineers, enfin il y a pas mal d'agences fédérales. Donc je leur fais un drone qui vient d'un drone grand public, hein, qui est une militarisation, enfin un durcissement à leur spec, quoi. Je prends un drone grand public et puis je le mets à leur spec. Et puis après, ce drone grand public, je le vends. Aujourd'hui, je dois avoir une vingtaine de clients, les Anglais, les Suédois, les Français, les Finlandais, les Canadiens. J'en vends beaucoup au Japon, à Taïwan, etc., etc. Mais il faut voir que ce n'est pas des business... c'est pas un business pour le coût de développement que ça représente, de faire un drone de bon niveau. Moi, ça me coûte de faire un drone de bon niveau, ça me coûte 30 millions par an. Donc, je le fais depuis 15 ans, donc j'ai dû déjà investir entre 3 et 400 millions. Hein. Les chiffres sont publics, donc c'est ça le coût objectif. Hein. Et en plus, c'est moi qui pilote l'équipe, je fais ce métier depuis que j'ai 20 ans, je défie n'importe qui de le faire à moi. C'est très, très... ça dépend jusqu'à où on veut aller, si vous voulez. Mais si on veut aller vraiment au produit intégré, celui qui se vend, si vous voulez, celui qui concurrence le chinois, faut être prêt à investir. Hein. La technologie, ça se fait pas avec... c'est pas la poésie, hein, c'est pas comme, ça se fait pas avec des semelles et du vent. Hein. Ça se fait avec des dollars et du temps. Hein. Donc, c'est comme ça. Hein. Donc, je me dis, non, mais là si je continue à vendre des drones aux armées par centaines, j'y arriverai jamais. Donc, il y a un an, je me dis, bah oui, bien sûr. Il faut aller en Ukraine.
C'est là que ça se passe. Si je ne vais pas en Ukraine, de toute façon, c'est fini, je ne vendrai plus de drones. Donc, depuis un an, je vais en Ukraine. Voilà, donc, d'ailleurs, là, vous me voyez, hier, j'étais en Ukraine. J'ai passé la journée dans le train, la nuit en Pologne, et je viens j'ai pris le premier avion de Varsovie ce matin. Je vais en Ukraine tous les mois, et c'est là que ça se passe pour faire des drones. Des micro-drones, ce que je fais. Alors, on y va. En Ukraine, qu'est-ce qui se passe? En Ukraine, c'est bien parce que les drones, c'est devenu vachement important. Je rappelle à tout le monde que je fais cet exposé pour dire à tout le monde, ne faites pas de l'innovation. C'est un sale métier, ça ne marche pas, moi ça me prend 6 jours et demi par semaine, et si vous n'avez pas le cœur bien accroché, je veux dire, ça ne peut pas marcher. C'est un truc, faut accepter de, je veux dire, de faire un exercice dont on ne peut pas faire la preuve qu'on va arriver au bout. En règle générale, si vous faites de l'innovation, ce que vous voyez devant vous, c'est la catastrophe. Et si vous ne voyez pas la catastrophe, c'est que vous ne faites pas d'innovation. Donc, j'essaye bien d'expliquer à tout le monde ici, à tous les jeunes qui veulent faire des startups sympas et tout ça, que si vous voulez le faire, de l'innovation, en tout cas, moi, je ne suis pas arrivé autrement. Ça consiste à bosser tous les jours de la semaine et à jouer tout l'argent qu'on a gagné à le remettre sur la table et à ne pas se laisser décourager par la logique, c'est-à-dire les trucs qui existent, quoi. Donc, en Ukraine, les drones sont devenus très, très importants. Les micro-drones, je parle des micro-drones. Quand je dis drones, c'est par analogie, c'est les micro-drones. Les Ukrainiens et les Russes, d'ailleurs, utilisent au moins 200 000 drones par an. Pour vous dire, la LPM, jusqu'en 2030, c'est 9 000 drones. Donc, on ne va pas y arriver. Il faut bien vous dire ça. Donc, les Ukrainiens achètent par semaine ce qu'on a prévu d'acheter jusqu'en 2030. Ce qui est vrai pour les Ukrainiens est vrai pour les Russes. Alors, ce qui est bien en ukrainien, c'est qu'en Ukraine, c'est qu'il y a des enjeux technologiques nouveaux qui sont apparus ces 12 derniers mois. Donc, les deux enjeux technologiques nouveaux, c'est il n'y a pas de GPS sur le front. Le GPS est entièrement brouillé. On dit que même les HIMARS, ils ne peuvent plus les tirer. Et le GPS est brouillé. Ils font des progrès tous les mois. Donc le GPS est non seulement brouillé, mais il est surtout spoofé. C'est-à-dire qu'il y a du faux GPS en fait. Donc, et le faux GPS, c'est hyper bien fait. C'est-à-dire qu'au début, on vous détecte, on vous brouille un coup de GPS pendant quelques secondes, et puis après, le GPS, il est bon, et puis il est 10 mètres à côté, puis 20 mètres à côté, puis 30 mètres, puis 50 mètres à côté, puis il vous fout dans le décor. Donc, le GPS, il est sans arrêt, disons, travaillé par la guerre électronique russe. Il n'y a pas de GPS au front. Et donc, pour les micro-drones, c'est terrible, parce que tout était basé sur le GPS. Le deuxième truc, le deuxième enjeu technique nouveau qui apparaît, c'est la guerre électronique massive. Guerre électronique massive, ça veut dire que des brouilleurs, il y en avait, disons, des centaines dans l'armée russe au début de l'opération spéciale. En Ukraine, on dit « full-scale invasion ». Donc, au début de full-scale invasion, il y avait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, il y avait déjà invasion pas full-scale. Il faut voir que la guerre en Ukraine dure depuis maintenant 10 ans. Ça fera 10 ans cet hiver. Donc, ce n'est pas du tout un événement qui n'a que 2 ans. Donc, il y a des brouilleurs absolument partout. La ligne de front est entièrement brouillée. Les Russes produisent des brouilleurs par milliers. Et donc, il y a une ligne de front très importante, c'est le front électromagnétique. Et donc, il faut faire des micro-drones qui s'échappent des pièges électromagnétiques qui sont tendus par les Russes. Donc ça, je découvre ça il y a un peu plus d'1 an, et donc c'est super bien, j'adore.
C'est ce que je veux, moi. Il me faut des trucs difficiles parce que sinon, ça existe déjà et je vais pas faire je vais pas faire mes trucs. Donc, tous les mois, je suis en Ukraine. Et je leur ai dit, il y a à peu près un an, je leur ai dit, voilà, moi, je vais vous faire un prototype. Je viendrai avec le prototype le 1er juillet. Le 1er octobre, je viendrai avec les produits pré-industriels. Et en janvier, je serai capable de vous livrer des drones par milliers. Donc, je suis là-dessus à fond, à fond. Et je suis dans les temps, mais c'est la guerre. Hein. Je veux dire, je veux dire, il faut le faire, c'est toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, en janvier, j'aurai un drone pour eux. J'aurai un drone pour les Ukrainiens, pour le front, qui marchera sans GPS, robuste au brouillage russe, le plus à l'état actuel de l'état de l'art du brouillage russe. Et bon, c'est secret, donc voilà, donc je vous montre, hop. Voilà, donc le drone, il faut qu'il ait une bonne optique. Bon, là, il n'y a pas de difficulté, mais il faut faire une bonne optique sur des drones de 900 grammes. Hein, on parle de les drones qui sont achetés par dizaines de milliers, centaines de milliers. C'est des drones de 900 grammes, de 1 kg, etc. Donc, une bonne optique, je dois avoir une démo d'une optique de ce qu'on peut faire sur un drone de 900 grammes. Donc là, on voit un développeur de Parrot qui se balade. Bon. Là, on voit, oui, donc il faut une optique thermale. Donc c'est une optique thermale qu'on achète en Amérique. Ce qu'on fait de assez bien chez Parrot, on est des types de soft, hein, donc on fait bien le traitement d'image, donc on fait bien le blending. Moi, quand j'avais été chez FLIR et que je voulais leur acheter des optiques, au début, ils m'ont dit, vous savez, le blending, on l'a breveté, vous ne pouvez pas le faire. Donc je leur ai dit non. De toute façon, en Europe, on n'a pas le droit de breveter le soft. Et alors, si vous avez un brevet qui résiste au fait qu'on prenne 2 images et puis qu'on les mixe, alors là, donnez-moi l'adresse de votre avocat parce que je vais lui répondre. Et donc, j'ai fait le blending. Et puis après, ils sont venus, ils m'ont dit, ah, c'est plutôt bien ce que vous avez fait. Puis ça s'est passé comme ça. Hein. Faut pas s'émotionner hein, dans la technologie. Faut faire ce qu'on veut. Hein. L'autre difficulté, c'est de faire un bon zoom. Hein. Donc ça, c'est le zoom qu'on a dans le drone ukrainien. Donc c'est un zoom x30. C'est des optiques qu'on fait fabriquer en Asie. Hein. C'est des optiques qu'on fait fabriquer en Asie et faire des optiques pour les petits drones, c'est déjà du boulot. Hein. C'est déjà du boulot. Bon, on bosse avec des concepteurs de lentilles, des fabricants d'optiques. C'est Sony qui nous fournit bien sûr les capteurs. Et après, il faut mettre tout ça dans la gimbal. Donc, bon, un des trucs marrants à faire, c'est l'optique. L'autre truc marrant à faire, c'est les autopilotes avancés. Donc, les drones Parrot, ils ont un autopilote. Ils ont un autopilote fait pour la robotique, en fait. Ça fait 15 ans qu'on le développe. C'est un autopilote qui est programmable. C'est-à-dire, c'est comme un operating system. Il est orienté objet et on peut lui faire des trucs comme se poser sur une bagnole. Et ça, sans changer l'autopilote. C'est-à-dire que l'autopilote, il marche comme un système Windows où vous avez toutes sortes d'objets, de guidage et de contrôle. Et donc, on continue à développer cet autopilote fait pour la robotique. Le gros truc, c'est le vol sans GPS. Alors, le vol sans GPS, ça ne peut pas être résolu avec un algorithme simple. C'est un problème complexe et c'est une collection d'algorithmes. Donc, disons, il y a un algorithme de base qui s'appelle visual odométrie. Visual odométrie, ça consiste à prendre des points dans l'image, à les identifier, à les suivre image par image, à déterminer, en suivant ces points, le mouvement du drone, à reminimiser l'erreur de l'IMU, parce qu'on a des IMU qui sont source d'erreur. Donc, on se sert des images pour reminimiser pour retrouver les biais de l'IMU, et comme ça, pas à pas, on arrive à voler avec des points, Ça marche
que si on n'est pas trop loin des points. Donc disons que à 100 mètres, 200 mètres, ça marche encore, mais après ça ne marche plus, vous êtes trop loin. Donc le drone bouge trop par rapport au background. Donc après, ce qu'il faut, c'est de la localisation sur une carte. Donc nous, dans notre drone, on a 500 gigas de mémoire, comme dans un smartphone, et on a la carte de toute l'Ukraine. Et donc c'est une carte qui est processée avec les points d'intérêt, et on est capable de se caler sur la carte. Et justement, en ce moment, on fait des tests hiver avec les cartes qu'on a pour les cartes qu'ils nous fournissent. Et on regarde si en hiver, on arrive bien à détecter les contours, enfin à faire notre traitement d'image. Voilà. Et puis sinon, vous avez le flow optique. Disons, c'est quand il n'y a plus rien qui marche. On peut quand même voler. On peut quand même voler sans GPS, sans positionnement. Et donc, si on a un bon système de flow optique. Ce n'est pas simplement du flow optique, disons à partir de flow optique, quoi. Bon, voilà, ça c'est le vol des contrôles de points. Je ne savais pas que j'avais la vidéo. Bon, voilà. OK. Après, les drones qu'on fait sont capables de vol autonome. L'autonomie, la robotique, la voiture autonome, c'est fastoche. Il n'y a que 2 problèmes à résoudre. C'est cool. Donc, le premier problème, c'est sensing, et le deuxième, c'est planning. Donc, sensing, faut savoir ce qu'on a autour de soi. Il faut avoir une bonne image de ce qu'on a autour de soi. Il y a un grand débat dans le monde de la voiture autonome. Est-ce qu'il faut le faire avec des caméras ou avec des lidars? Bien sûr qu'il faut le faire avec des caméras. Et dans un drone, de toute façon, on n'a pas le choix. Une caméra, ça pèse 2-3 grammes. Un lidar, ça pèse des kilos, donc on n'a pas le choix. Donc, je vais vous montrer ça. Merde. OK. Donc, je vais vous montrer, ça c'est du vol autonome. Bon, en haut, on a ce que voit le drone. En bas, on a ce que voit la caméra 3D, la caméra stéréo. En haut, on projette la 3D sur l'image réelle. Et vous voyez, la robotique, ça consiste à ne pas rentrer dans les cubes, en fait. Une fois que vous avez un monde de cubes qui est propre, ça consiste à éviter les cubes. L'algorithme de planning pour éviter les cubes, il est... disons que si on prend l'image de... Un jour, vous avez un peu trop picolé, puis vous rentrez dans le métro, et vous chancelez, vous voyez bien que vous allez éviter les murs, quoi. C'est-à-dire que l'évitement à court terme, c'est un truc assez facile à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'algorithmes pour ne pas se prendre un mur. Par contre, vous êtes bourré, vous rentrez dans le métro, il est éteint, vous n'allez pas arriver chez vous. En tout cas, il va se passer pas mal d'histoires, si vous voulez. Ça, c'est l'algorithme à long terme. Et l'algorithme à long terme, il est beaucoup plus compliqué. Et en fait, il est lié à la mission. C'est-à-dire, vous rentrez dans le métro, il faut que vous retrouviez votre chez vous, si vous voulez. Le drone autonome, il a des missions et donc il faut être capable de planifier dans un monde de cubes des missions à long terme. Donc, enfin voilà les questions qu'on résout pour les drones qu'on fait pour les Ukrainiens. Donc je reviens à mon propos, j'ai terminé. Hein. En fait, quand j'écris bonne chance, c'est à moi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à vous. C'est de l'automotivation. Hein. Et donc, je rappelle que toute personne qui croit qu'on peut faire, que l'innovation c'est cool, se trompe. Toute personne qui croit qu'on peut faire de l'innovation dans un cadre existant se trompe. On ne peut pas faire d'innovation dans un cadre existant. Et l'innovation, en règle générale, ça ne marche pas. Enfin, moi, ça a marché 1 fois et demie en fait, en 30 ans. Hein. Et j'en ai tenté pas mal des trucs. Hein. Et je suis dur à la tâche. Hein. Je suis debout à 6 h du matin et je fais que travailler. Hein. C'est pas du tourisme. Hein. Donc, je suis là pour vous décourager en fait. Et tous ceux qui ont une mine réjouie sont des dangereux psychopathes. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà. Merci.